Retrouvez l'hebdo chaque vendredi, 18h-19h sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. À la veille du 1er mai, eh bien, on va vous rappeler pourquoi ce jour est devenu férié dans le monde. On va vous raconter l'histoire de la naissance du syndicalisme au Maroc avec un homme qui, dès son plus jeune âge, s'est glissé dans les défilés. Aujourd'hui, il est à la tête du plus grand syndicat du pays. Miloudi Mouharrek est l'invité de cette semaine. L'hebdo, c'est parti. C'est le moment de faire entrer notre invité. L'expression « il est tombé dedans quand il était petit » lui va comme un gant. C'est un militant dans l'âme, l'engagement d'une vie entière pour la cause sociale. Depuis des années, depuis plus de 10 ans, il est le secrétaire général de la plus importante et de la plus ancienne centrale syndicale du pays. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Miloudi Mouharrek. L'invité. Bienvenue et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Ça va ? Très très bien. Très bien. Ouais. Vous êtes déjà motivé. Un syndicaliste Déjà, doit, voilà, je suis là. Un syndicaliste doit doit toujours être Prêt. prêt et répondre. Alors, ma première question, elle est toute simple. Je vais juste expliquer à nos invités, rappeler en fait que demain, samedi, sera célébré le 1er mai. Et si tous nous savons que le 1er mai est férié et que c'est la fête du travail, beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Il faut remonter au samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, aux États-Unis, dans la ville de Chicago, un mouvement revendicatif est lancé dans la classe ouvrière. Des centaines de milliers de salariés paralysent de nombreuses usines. Le mouvement de grève est inédit. 3 ans plus tard, le congrès de l'Internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs. 4 ans plus tard, ils seront des milliers dans les rues avec cette revendication. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, mais il faudra attendre 30 ans, l'année 1919, pour que le 1er mai devienne véritablement un jour férié. Qu'est-ce que signifie pour vous le 1er mai ? Tout d'abord, je tiens à présenter mes félicitations aux travailleuses et aux travailleurs et aux cadres et à l'équipe de 2M à l'occasion du 1er mai. C'est une journée qui a une grande signification, d'abord pour le monde du travail et puis pour le monde ouvrier. C'est une journée où nous célébrons avec faste les acquis que le mouvement syndical a réalisés, mais aussi c'est une journée de protestation et de lutte. C'est la seule journée dans l'année où tous les travailleurs dans le monde, et notamment au Maroc, nous descendons pour revendiquer, pour protester contre les conditions de travail et de vie des salariés qui ne sont pas à la hauteur des aspirations. Et donc, c'est une journée plutôt de lutte. Vous allez découvrir toutes les photos historiques que vous avez bien voulu partager avec nous et certaines sont totalement inédites. Merci de ce partage que l'on partagera bien évidemment avec vous tous, dont une, la première célébration du 1er mai au Maroc. C'était juste après l'indépendance, en présence de Sa Majesté Feu le Roi Mohammed V. C'était en 1956. C'était le 1er mai 1956, le premier mai du Maroc indépendant. C'est une photo devant le siège de l'UMT. Sa Majesté Mohammed V, Allah yarhamou, Hassan Thani, Moulay Abdallah et toute la famille royale était présente devant le siège de l'UMT. Vous allez me dire, et pourquoi ? C'est un signe de reconnaissance pour l'engagement des dirigeants et de l'UMT et de la lutte pour l'indépendance du pays, parce que lorsque l'UMT a été fondée le 20 mars 1955, ce n'était pas pour revendiquer l'augmentation de salaire ou le prime de panier, c'était pour demander l'indépendance du Maroc. On était sous protectorat français, et pour le retour de la famille royale de l'exil. Donc l'UMT est une composante essentielle du mouvement national de libération. C'est un signe de reconnaissance
à l'UMT, aux salariés et aux Alors, syndicalistes. je sais que les syndicalistes ont l'habitude de prendre la parole et d'être de véritables orateurs. Mais je vais devoir vous couper de temps en temps parce qu'on a Aucun plein de problème. questions à vous poser. Aucun problème, madame. Vous aviez Nous quel sommes âge disciplinés, nous, les Je sais. syndicalistes. Vous aviez quel âge, Miloudi, je vais me permettre de vous appeler Miloudi, quand vous avez participé à votre premier défilé? Vous aviez quel âge? Participer ou emmener. Vous étiez dans un défilé. Donc, entre 8 et 10 ans. Donc, déjà, je participais aux festivités. C'était à Casablanca, la place des Nations Unies, le boulevard, l'avenue des Phares. Et donc, c'était une journée extraordinaire pour l'ensemble du peuple marocain. Et donc, on se pointait déjà à 7 h du matin. Et moi, j'avais 8-10 ans avec ma famille pour regarder ces défilés massifs de l'UMT. Et donc, ça Mais à m'a l'époque, beaucoup vous ne marqué. compreniez pas ce que ça voulait dire, tout ça. Si? Vos parents vous expliquaient? Oui, Ouais. oui, oui. il m'expliquait. Yacine? En parlant de jeunesse, et tout à l'heure vous avez commencé par tous les acquis sociaux que le mouvement syndicaliste à travers le monde a pu acquérir pour les travailleurs. Quel est le travail que fait le syndicat pour valoriser en fait tout le travail que vous faites auprès des jeunes? Alors, juste avant, peut-être, Ouais. Yacine, de rentrer en fait dans ces détails, le mot syndicaliste, vous parlez des travailleurs et tout, mais la question de Yacine, juste nous expliquer, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est un groupement de travailleurs et de travailleuses qui ont pris conscience de leurs conditions d'exploitation, soit par l'administration, soit par un gouvernement, soit par les employeurs, et qui ont décidé de fonder un syndicat pour défendre les intérêts matériels, moraux et les conditions de travail. Et voilà la genèse et la naissance d'un syndicat. Et donc ce syndicat d'entreprise s'est développé et s'est organisé pour devenir des fédérations professionnelles et des unions. Et plus encore, à côté de l'Union nationale, il y a des confédérations internationales. Vous m'avez présenté en tant que secrétaire général de l'UMT. Je me permets de rajouter que je suis également vice-président de la plus grande confédération syndicale mondiale, la CSI, Confédération syndicale internationale, dont le siège est à Bruxelles, qui regroupe 200 millions d'adhérents dans le monde, dans les plus grands pays, 305 organisations dans 136 pays. Et donc c'est un gros lobby qui défend les intérêts des salariés dans le monde et qui est notre porte-parole vis-à-vis des organisations internationales, FMI, OIT, Banque mondiale. On va y revenir dans un instant pour montrer aussi la portée internationale que peut avoir un syndicat et que vous nous donniez quelques chiffres. À la question de Yacine. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Pour sensibiliser les jeunes, pour leur rappeler le rôle. Par en fait, rapport à de- toutes ces valeurs que vous venez de rappeler, Oui, la place de la oui, jeunesse. Donc la place de la jeunesse, en tout cas pour l'UMT, dès la naissance. On avait créé une structure qui s'appelle la JOM, qui s'appelle toujours la Jeunesse ouvrière marocaine. Et donc, tout ce qu'on fait pour les jeunes, c'est les former, les sensibiliser sur leur rôle dans la société, parce que les jeunes, en plus des revendications salariales, ils ont d'autres préoccupations qu'ils doivent militer pour les satisfaire. Et donc, à l'UMT, nous donnons beaucoup d'importance à la jeunesse. Nous avons toute une structure réservée à cette entité. Et donc, c'est plutôt l'avenir. Et nous formons beaucoup nos jeunes pour devenir de véritables leaders. D'ailleurs, dans le congrès dernier, nous avons exigé, je ne veux pas utiliser le mot quota comme pour les partis politiques, mais 30% dans les directions professionnelles et nationales, c'est réservé pour les jeunes. Pour Salima? information, la définition du mot jeune dans le jargon syndical international, c'est 35 ans et moins. Mélodie, vous avez évoqué votre casquette entre guillemets internationale à l'instant.
Vous avez donc suffisamment de recul pour dire évidemment que les retombées, enfin que les avancées réalisées au Maroc sont énormes. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait au cours des 20 prochaines années, des 30 prochaines années, pour améliorer justement Comme tout syndicaliste, c'est... par rapport aux autres pays, quel est le retard que le Maroc... D'abord, tout syndicaliste qui se respecte, il doit continuer à défendre, comme j'ai dit, les conditions de vie et de travail de l'ensemble des salariés. Par rapport à notre pays, il est regrettable d'enregistrer que nous avons eu 2 gouvernements lors de cette décennie qui n'ont pas la volonté politique de dialoguer, qui n'a pas cette culture de négociation, et nous sommes obligés, au lieu de la politique du partenariat et de la culture du partenariat, nous sommes obligés d'aller vers la culture de la confrontation et de la protestation, par la faute des 2 gouvernements qui se sont succédés, aussi bien le gouvernement Ben Kairan que le gouvernement Je vous demande, s'il vous Othmani. plaît, de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, que le gouvernement Othmani également. Oui. Donc sans l'appui du gouvernement, vous ne pouvez évidemment rien faire. Rien faire avec ce gouvernement. Et je vais vous citer un exemple caractéristique. Aujourd'hui même, lors de l'accord du 26 avril 2019, on avait paraphé avec le gouvernement, donc Othmani et ses ministres, un accord où il y a bien sûr plusieurs revendications que nous avions arrachées. Et je dis bien arrachées. Ça n'a pas été facile au gouvernement. Et parmi les clauses... Quelles étaient les revendications? Alors, peut-être alors pas toutes les revendications parce que ce sera trop long, mais tu as raison, peut-être. Quelle était la principale revendication et était-elle réalisable? Parce que quelquefois, il peut y avoir des revendications les plus importantes. On ne peut pas faire toute la liste, on n'aura pas le temps. Mais peut-être la plus importante? D'abord, je termine la volonté du gouvernement. À l'heure où je vous parle, normalement, on devrait être chez le chef de gouvernement autour d'une table de négociation parce qu'il s'était engagé par écrit d'ouvrir à la fin du mois d'avril un round du dialogue social pour étudier ce qui peut être réalisable. À l'heure où je vous parle, il ne nous a pas invités et il a failli à son engagement. Donc vous voyez, c'est cette culture qui Vous l'avez manque. relancé et vous avez reçu une fin de non-recevoir ou vous attendiez qu'il revienne vers vous et ça n'a pas été fait? C'est à lui de revenir vers nous. Nous n'avons pas commandé cette réunion. Donc, et c'est avec de toute façon, tout dialogue social avec tous les représentants c'est syndicaux ça, du avec pays. le patronat, la CGM. De toute façon, on n'avait pas à le relancer parce qu'il n'a rien à donner, tout court. Et il n'a pas de conviction C'est des pour mots le dialogue très durs social. que vous tenez vis-à-vis de ce gouvernement. Oui, c'est un langage dur vis-à-vis de ce gouvernement Othmani et gouvernement Ben Kairan. Ce sont les 2 pires gouvernements que j'avais moi-même pratiqués. J'ai vécu avec 5 premiers ministres, avec le gouvernement Jeto, un monsieur d'avant-garde qui a la culture de dialogue, le gouvernement de Filali, Abdeltaïf Filali, le gouvernement Karim Lamrani, le gouvernement Yousfi. Là, c'est vraiment des gouvernements qui préfèrent le dialogue et qui ont une place pour la classe ouvrière et pour le salariat. Or, ces 2 gouvernements, ils n'ont aucune sympathie pour la classe ouvrière. Et pire, les plus mauvaises lois qu'allait connaître le pays, ça a été entrepris par ces 2 gouvernements. Mais heureusement que l'UMT est là, on a fait face, on a protesté et on a arrêté ce qu'on a appelé ces lois rétrogrades. Et là, vous étiez solidaire avec d'autres partis, d'autres syndicats, c'est-à-dire vous êtes allés au front ensemble, vous aviez les mêmes, à peu près les mêmes positions. Il y a une solidarité pour... Oui, l'UMT, il a beaucoup d'expertise dans l'analyse des textes, dans le syndicalisme, et donc on les a entraînés, donc ils se sont solidarisés avec nous. Mais c'est quoi la solution maintenant pour que ça bouge? Il faut attendre les prochaines élections? On ne peut rien faire avant pour qu'il y ait un dialogue social? Pour qu'il y ait un véritable dialogue social, que la porte se rouvre à nouveau ou alors, Moi, je pense qu'à quelques semaines des échéances législatives, il n'y a plus rien à espérer de ce gouvernement. Nous devons nous organiser davantage, nous devons recruter les jeunes, les femmes, les adhérents au sein de notre syndicat pour nous préparer. S'il y a un gouvernement qui va sortir des élections, qui a cette culture de dialogue, nous sommes preneurs.
S'il n'y a pas de gouvernement qui a cette caractéristique, la bataille et la lutte continuent. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, Miloudi? Non. Très peu? Très peu. Mais par exemple, tout ce dont vient de parler Rita sur les réseaux sociaux, les commentaires, est-ce que vous, au niveau du syndicat, c'est pas important aussi d'avoir des retours? J'imagine qu'au sein des équipes, vous avez des personnes. C'est important. Nous avons tout un département digital qui ne fait que ça, qui suit les réseaux sociaux, qui communique toutes les activités au niveau des réseaux sociaux. Bien sûr que nous nous intéressons. On n'est pas une organisation syndicale archaïque. Mais personnellement, je suis peu versé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. On va parler de politique, ça va vous plaire maintenant. Et l'actualité politique de la semaine, elle concerne notre santé. Cette semaine, devant la Chambre des représentants, le ministre de la Santé a donné quelques détails sur la réforme de la santé. Un exposé que notre parlementeuse Rimel a suivi de près. On va voir si elle a tout compris. La parlementeuse. Le système de santé adopte de nouveaux changements. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb en dévoilant son plan de réforme au Conseil du gouvernement tenu lundi dernier. Et parmi les principaux fondements de ce chantier, il veut valoriser les ressources humaines en augmentant les salaires et en renforçant les formations au profit des soignants. Le ministre de la Santé souhaite aussi lever les obstacles imposés par la loi 131-13. C'est quoi la loi 131-13 ? En fait, elle régit l'exercice de la médecine au Maroc. Cette loi sera promulguée sur la pratique des médecins étrangers au Maroc en adoptant de nouvelles règles qui s'appuient sur le principe de l'égalité de traitement entre les médecins marocains et leurs confrères étrangers, puisque le médecin étranger pourra pratiquer sa profession selon les mêmes conditions appliquées à leurs confrères marocains et les médecins étrangers qui pratiquent actuellement au Maroc. Et pourquoi ? Cette décision a été prise car nous avons un déficit de médecins. Celle-ci s'élève actuellement à 97 566 personnes, dont 32 522 médecins et 65 044 infirmiers, soit 1,7 médecins pour 1000 habitants. C'est un taux bien inférieur au seuil critique fixé par l'OMS de 2,5 médecins pour 1000 habitants. Et clairement, le ministre de la Santé, il a dit ça. في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها إذ تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهن الصحة بحاجية تصل إلى 97566 منها 32522 من الأطباء و65044 من الممرضين حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7 لكل 1000 نسمة ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 بالنسبة لكل 1000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة. J'ajoute que le ministre de la Santé a insisté sur le recrutement intensif de médecins étrangers. Cela constitue une voie de secours pour l'hôpital public mais aussi pour le secteur privé qui souffre tout autant de la pénurie de médecins. Par ailleurs, on déplore le départ à l'étranger de quelques 600 à 800 médecins marocains chaque année. Alors justement, ça commençait même à débattre avant même que le sujet de Rimel ne finisse. Je vais donner la priorité à notre invité. Que pensez-vous de cette fameuse réforme de la santé ? En fait, on l'attend depuis X années. Là, vous saluez, vous dites quand même, il y a un véritable effort de fait. C'est une réforme qui est nécessaire parce que la grande réforme pensée par Sa Majesté le Roi sur la réforme de la protection sociale, il n'aura aucun sens s'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire au niveau de cette grande réforme. Donc on souhaite beaucoup de courage au ministre de la Santé sur le recrutement d'abord de pratiquants compétents et puis surtout réformer l'hôpital public. C'est très important. Et là, tout le monde doit s'y mettre et ça doit être aller de pair avec le chantier de la réforme de la protection sociale. Et si j'ai bonne mémoire, c'est une des conventions paraphées par les ministres concernés devant Sa Majesté au Palais Royal de Fès. C'est Lima, elle a demandé avant toi. Vas-y Yacine aujourd'hui. Non mais vas-y. Non mais c'est vrai, donc en fait concrètement, il faudrait 4 fois plus
3 ou 4 fois plus de médecins Bien évidemment. pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et en plus, il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est que nos médecins qui sont formés ici, qui sont très bien formés et qui partent se perfectionner ailleurs, vont travailler. J'ai pas les chiffres. Parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, qui sont rémunérées bien en dessous de la valeur, des niveaux d'études. Mais d'ailleurs, je me pose la question, je t'interromps 2 secondes. Non, mais ça y est, j'avais fini. Comment ils vont venir, ces médecins étrangers? Non, mais comment, je veux dire, si les conditions sont les mêmes. Non, mais justement, le but, c'est justement de leur offrir un meilleur cadre salarial, des meilleures conditions de travail, ça c'est prévu. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Mais par contre, l'enjeu, c'est de réfléchir dans 10, 15, 20 ans et de garder nos médecins qui seront formés. Yacine, on parle de la santé, on parlera obligatoirement de la pandémie. Le syndicalisme en temps du corona, c'est comment? Oui, la pandémie a beaucoup impacté le syndicalisme, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde. Parce que par nature, le syndicalisme est une action de terrain, à travers les réunions, les assemblées, les meetings. Et là, on se trouve coincé dans des salles de conférences, à faire des assemblées par vidéoconférence. Donc, nous nous sommes bien sûr adaptés à cette nouvelle donne. Mais il faut dire que nous avons été beaucoup impactés par la pandémie. Les revendications sont toujours les mêmes ou est-ce qu'on se dit c'est tellement galère en ce moment que... C'est-à-dire que les revendications sont les mêmes, mais nous avons rééchelonné l'ordre. Ce n'est plus la priorité, ce n'est plus l'augmentation générale des salaires et des indemnités. Bon, c'est d'actualité. Mais d'abord, demander au patronat d'adopter des mesures d'hygiène et de sécurité pour sauver la santé et la vie des salariés, et hommes et femmes, bien sûr. Comme on est déjà en train de déborder, je vais lui demander 1000 pardons. Vous avez annoncé son sujet à Hamouda dans tous ses états. On va se le garder très 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 précieusement parce que j'aimerais qu'on en débatte vraiment de ce qui s'est passé, à savoir une série. Une fiction qui se retrouve sur le banc des accusés, mais bel et bien réelle et pas dans un autre feuilleton qu'on va se garder avec Hamouda pour la semaine prochaine. C'est le 1er mai avec la pandémie. Donc, il n'y a pas eu de défilé l'année dernière. Il n'y en aura pas cette année non plus. Donc, de quelle manière vous allez mobiliser l'ensemble des salariés cette année et quel est le slogan que vous porterez demain? Malheureusement, c'est la 2e année sans défilé. Donc, on avait l'habitude de ces défilés massifs dans tout le pays. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui viennent, comme on dit, battre le pavé. Donc, nous nous sommes organisés l'année dernière et encore cette année. C'est des défilés de 1er mai d'une façon virtuelle, à distance. Donc, nous regroupons toutes les activités de l'année et nous faisons passer des films avec des conférences, avec mon discours du 1er mai que la tradition veut. Et d'ailleurs, excusez-moi, si vous nous suivez en ce moment et si vous allez sur nos pages des réseaux sociaux, vous découvrez toutes ces images des différents défilés du 1er mai et cette mobilisation organisée habituellement à cette date. C'est vrai que ça n'aura absolument rien à voir. Dans certaines villes et certains pays, du fait de ne pas pouvoir se mobiliser, ce sont des couleurs qui se sont affichées quelquefois aux fenêtres pour montrer la mobilisation. Est-ce qu'il y aura un signe de la sorte pour vous cette année ? Extérieur. Un signe extérieur de colère intérieure. De colère, la colère, on l'exprime chaque jour. Mais non, c'est un film retraçant toutes les activités de l'année, syndicales bien sûr. Le discours qui va tracer les revendications et la ligne de conduite à venir. Et des débats, des tables rondes sur justement la pandémie par de grands spécialistes
et une grande table animée par de grands professeurs sur le chantier de la protection sociale. Je voudrais quand même signaler une chose qui a une particularité cette année. Nous allons inaugurer à notre siège UMT à Tanger, Nasb, je ne sais pas comment on l'appelle, Tidkar, en mémoire des 28 ouvrières du secteur de confection, qui ont les gharqou filma par la faute des autorités publiques qui n'ont pas contrôlé les autorisations nécessaires et par la faute mais par aussi de l'employeur. Et l'arnaque absolue. Oui. Je veux dire, je vais peut-être utiliser des mots forts, mais il a quand même du sang sur les mains, ce monsieur, de travailler dans l'illégalité. Total. Yacine, d'ailleurs, juste avant, en préparant l'émission, me disait qu'il avait envie d'aborder avec vous le secteur informel. Je suis désolée, mais on ne va pas en avoir le temps. Mais il est vrai que c'est un bel hommage que vous allez rendre parce que le secteur informel, il est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Tanger, pour ne pas les oublier. Avec la liste des victimes. Et quand même, nous allons Fatiha et demander aux autorités publiques qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils pensent faire pour que ça ne se reproduise jamais, pas. Jamais. Allah yarhamou également, puisque nous allons rendre maintenant hommage à un confrère qui nous a quittés hier, un grand journaliste sportif qui a partagé durant de très nombreuses années sa passion du football avec les téléspectateurs de 2M. C'est bien sûr Choukri Alaoui. Vous connaissiez Choukri Alaoui ? Oui, bien sûr. C'est une perte pour nous et pour l'UMT doublement. D'abord en tant que journaliste sportif, mais en tant que militant syndicaliste pur et dur de l'UMT. J'ai toujours cette image du 1er mai et des premiers antécédents il tenait à lever la banderole de 2M où il y a les revendications du personnel 2M. On va clôturer cette émission, comme chaque semaine, avec notre invité. Vous avez exactement 3 minutes, vous avez une carte blanche pour adresser aujourd'hui le message que vous souhaitez à la veille de ce 1er mai. Nous tenions à vous avoir parce que vous êtes devenu une figure emblématique du syndicalisme au Maroc, de votre engagement durant toutes ces années. Pour en avoir parlé avec Yacine quand on cherchait quelqu'un, et parce que vous représentez effectivement la plus ancienne institution syndicaliste au Maroc. Il y a un chiffre que j'ai oublié de vous demander. L'UMT, aujourd'hui, a combien de membres ? Nous avons aux environs de 650 000 adhérents, venant de 58 UMT régionales qu'on appelle les unions régionales et locales, de 34 fédérations professionnelles. Et donc, voilà notre force, comme on dit. Et ce qui est essentiel, c'est que l'UMT est présente dans les grands secteurs stratégiques du pays, aux banques, dans les ports, dans le secteur pétrolier, dans le secteur chimique, dans les produits pharmaceutiques, et la liste est longue. Donc c'est vraiment une organisation syndicale enracinée dans l'économie marocaine. Et c'est à ce titre que je lance un appel aux jeunes. Donc, j'étais persuadée que vous alliez faire un coup de gueule, vous. Non, mais je suis non, ça y est, vous l'avez fait, le coup de gueule. Au début, avec les deux gouvernements. Avec les deux gouvernements, vous êtes lâchés. Donc, ce serait un message à la jeunesse. À la jeunesse de rejoindre le mouvement syndical. C'est une des voies pour améliorer leurs conditions de vie et de travail et pour défendre ce pays, pour l'élever vers le haut sur le plan économique, sur le plan social. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir dans le syndicat uniquement cette structure qui proteste, qui revendique, qui fait des grèves, mais nous avons autre chose dans l'encadrement de la population, comme nous le donne la Constitution marocaine. Donc voilà mon message à l'ensemble des travailleuses et des travailleuses
mais aux jeunes d'une façon particulière. Merci infiniment, Miloudi, d'avoir été avec nous. Merci à tous.